J'ai déjà parlé de la décision entre louer et acheter une maison. Cependant, dans cette vidéo, je voulais aborder le sujet sous un angle différent. L'idée commune est que si vous pouvez acheter une maison avec un paiement hypothécaire égal ou inférieur à ce que vous paieriez en loyer, alors l'achat est une bonne décision. Cette façon de penser à la décision de louer ou d'acheter est extrêmement erronée. Comparer un paiement hypothécaire à un loyer n'est pas une comparaison équitable. Pour évaluer correctement la décision de louer ou d'acheter, nous devons comparer les coûts irrécupérables totaux de la location aux coûts irrécupérables totaux de la propriété. Cela peut sembler une tâche compliquée, mais je l'ai simplifiée en une calculatrice simple. Je suis Aladé, gestionnaire de portefeuille chez PWL Capital. Dans cet épisode de Common Sense Investing, je vais vous présenter une méthode simple pour réfléchir à la décision de louer ou d'acheter. Avant de discuter de la règle des 5%, je dois exposer les hypothèses qui la sous-tendent. Un coût irrécupérable est un coût que vous payez sans aucune valeur résiduelle associée. Lorsque nous parlons du coût irrécupérable total de la location, le calcul est très simple. C'est simplement le montant que vous payez en loyer. Pour un propriétaire, les coûts irrécupérables sont un peu plus difficiles à définir. Un propriétaire a un paiement hypothécaire qui ressemble un peu à un loyer, ce qui en fait un chiffre facile à comparer au loyer. Mais ce n'est pas une comparaison significative. Un paiement hypothécaire n'est pas un coût irrécupérable. Il s'agit d'une combinaison d'intérêts et de remboursement du principal. Les coûts irrécupérables pour un propriétaire sont les taxes foncières, les coûts d'entretien et le coût du capital. Ce sont ces coûts que nous devons comparer au loyer. Les taxes foncières sont assez faciles à comprendre pour la plupart des gens. Vous payez la taxe pour posséder la maison, et il n'y a aucune valeur résiduelle. Les taxes foncières représentent généralement 1% de la valeur de la maison. C'est la première partie de la règle des 5%. Ensuite, il faut penser aux coûts d'entretien. Les coûts d'entretien couvrent une vaste gamme de dépenses, allant des gros articles comme le remplacement d'un toit ou la rénovation d'une cuisine pour maintenir la valeur de la maison, aux petites choses comme refaire le calfeutrage dans la salle de bain. Déterminer le bon chiffre pour estimer les coûts d'entretien n'est pas facile, et les données sur les coûts d'entretien moyens ne sont pas facilement disponibles. Mais la plupart des gens suggèrent d'utiliser 1% de la valeur de la propriété par an en moyenne. C'est la deuxième partie de la règle des 5%. Enfin, le dernier et le plus important élément de la règle des 5% est le coût du capital. Ce coût irrécupérable doit être décomposé en deux composantes, le coût de la dette et le coût des capitaux propres. La plupart des propriétaires financent l'achat de leur maison avec une hypothèque. Prenons l'exemple d'un nouveau propriétaire qui verse un acompte de 20% et finance les 80% restants avec une hypothèque. Les 80% qui ont été financés par une hypothèque entraîneront des coûts d'intérêt. À partir d'avril 2019, il est facile de trouver des hypothèques en ligne juste en dessous et juste au-dessus de 3%. Appelons cela un coût irrécupérable de 3%. Jusqu'à présent, je pense que toutes les composantes de la règle des 5% sont assez intuitives, les taxes foncières, les coûts d'entretien et les intérêts hypothécaires. Le dernier élément, le coût du capital propre, est un peu moins intuitif et nécessite de se pencher sur certaines données. Dans notre exemple hypothécaire, nous avons versé un acompte de 20%. C'est sur ces 20% qu'il y a un coût du capital propre. Lorsque vous versez un acompte de 20%, vous faites le choix d'investir dans un actif immobilier. Sinon, vous pourriez continuer à louer et investir l'argent de l'acompte en actions. C'est cette alternative qui crée un coût d'opportunité, qui est un coût économique réel pour un propriétaire. Pour estimer ce coût, nous devons établir une estimation des rendements attendus, à la fois pour l'immobilier et pour les actions. Un bon point de départ est les données historiques. En regardant The Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018, nous pouvons avoir une idée des données remontant à 1900. Globalement, le rendement réel pour l'immobilier, net d'inflation, de 1900 à 2017 était de 1,3%, tandis que les actions ont rapporté 5,2% après inflation. Si nous supposons une inflation de 1,7%, nous envisagerons un rendement nominal de 3% pour l'immobilier et de 6,9% pour les actions. J'ai eu de nombreux commentateurs sur mes autres vidéos liées à l'immobilier qui ont mentionné que 3% pourrait fonctionner pour l'immobilier mondial, mais pas pour l'Ontario. C'est bien trop bas pour l'Ontario. Cela devrait être plus proche de 5 ou 10%. Clarifions cela immédiatement. Le problème avec cette pensée pour toute classe d'actifs est que les marchés évaluent les actifs en fonction des informations disponibles à ce moment-là. Vous ne vendriez jamais votre maison pour 500 000 $ si vous saviez que l'acheteur pourrait la revendre un an plus tard pour 550 000 $. Si vous le saviez, vous ne vendriez pas pour 500 000 $. Nous ne pouvons pas supposer que les rendements historiques élevés récents, comme ceux que nous avons connus au Canada, se maintiendront éternellement. Ce n'est pas une façon raisonnable de prendre une décision. Au lieu de cela,
nous pouvons examiner la prime de risque que le marché a attribuée à ces types d'actifs au fil du temps et l'utiliser comme estimation pour l'avenir. Ce rendement historique de 6,9% pour les actions comprend l'effondrement des marchés boursiers russes et chinois. Il inclut également les conséquences des guerres mondiales. Si nous faisions une sélection, disons des actions américaines, l'argument en faveur des actions deviendrait beaucoup plus fort, mais il n'est pas très logique de le faire. C'était une petite digression, mais je pense qu'il était important de la mentionner. Chez PWL Capital, nous n'utilisons pas le rendement historique des actions comme estimation des rendements futurs. Nous utilisons une combinaison du rendement historique sur 50 ans et du rendement attendu actuel basé sur le ratio cours-bénéfice. L'effet de cela est que lorsque les prix sont élevés, comme ils le sont actuellement par rapport au passé, nos rendements attendus sont plus faibles. Notre rendement nominal attendu actuel pour un portefeuille composé à 100% d'actions est de 6,57%, ce qui est bien inférieur à la moyenne historique. Si nous prenons ces chiffres tels qu'ils sont, 3% pour l'immobilier et 6,57% pour les actions, nous aurions une différence de rendement attendue entre l'immobilier et les actions de 3,57%. Pour simplifier les choses et être conservateur, je pense que nous pouvons arrondir cela à 3%. Nous avons maintenant un coût du capital propre de 3%, ce qui est commodément égal au coût du capital d'emprunt. Ainsi, peu importe comment vous financez la maison, le coût du capital est de 3%. Nous avons maintenant un total de 5% de la valeur de la maison que vous vous attendez à payer en coûts irrécupérables. N'oubliez pas que le loyer est un coût irrécupérable facile à voir. Les propriétaires ont également des coûts irrécupérables, mais ils sont plus difficiles à voir. La règle des 5% peut être utilisée pour réfléchir aux coûts irrécupérables de la location et de la propriété de manière équitable. Je pense que cette réflexion peut être utilisée comme une référence rapide pour quiconque envisage l'aspect financier de sa décision de louer ou d'acheter. Prenez la valeur de la maison que vous envisagez, multipliez-la par 5% et divisez par 12. Si vous pouvez louer pour moins que cela, alors la location est une décision financièrement judicieuse. Une maison de 500 000 $ serait estimée avoir 25 000 $ de coûts irrécupérables annuels, soit 2 083 $ par mois. Cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous trouvez une location que vous adorez pour 3 000 $ par mois, vous pouvez prendre 3 000 $, les multiplier par 12 et diviser par 5%. Le résultat dans ce cas est de 720 000 $. En d'autres termes, payer 3 000 $ par mois en loyer est financièrement équivalent en termes de coûts irrécupérables à posséder une maison de 720 000 $. Il ne fait aucun doute que la règle des 5% est une simplification excessive. Lorsqu'on commence à prendre en compte des variables comme les taux d'imposition et la composition du portefeuille d'actifs, la règle des 5% évolue. Par exemple, le rendement attendu de 6,57% pour les actions est un rendement avant impôt, ce qui est correct dans un REER ou un CELI, mais dans un compte imposable, le rendement après impôt pourrait être plus proche de 4,6% pour une personne imposée au taux marginal le plus élevé en Ontario en 2019, réduisant ainsi le coût du capital propre. De même, si le portefeuille d'investissement est moins agressif qu'un portefeuille composé à 100% d'actions, le coût du capital propre diminue. Si l'on pense à cela en termes de prise de décision financière, cela signifierait simplement ajuster la règle des 5% à la baisse, réduisant ainsi le coût irrécupérable total de la propriété. Je comprends que cela puisse sembler un peu complexe si vous n'avez jamais envisagé la possession d'une maison sous cet angle. Permettez-moi donc de l'expliquer autrement. L'un des plus grands coûts liés à la possession d'une maison est le coût d'opportunité du capital propre. Si vous payez 500 000 $ en espèces pour une maison, vous avez maintenant investi 500 000 $ dans l'immobilier, plutôt que de les utiliser pour autre chose, comme investir en actions. La différence de rendement attendue entre l'immobilier et les actions représente un coût d'opportunité. C'est un coût économique réel que le propriétaire paie, et il doit être pris en compte dans la décision de louer ou d'acheter. Le coût d'opportunité du capital propre varie en fonction de la répartition entre actions et obligations dans votre portefeuille, et selon que vos investissements sont imposés ou non, et, le cas échéant, selon votre taux d'imposition. En fonction de ces variables, il pourrait être nécessaire de diminuer la règle des 5%, rendant la possession d'une maison moins coûteuse en termes de coûts irrécupérables. C'est un point intéressant à considérer. Le coût de possession d'une maison diminue si vous avez maximisé vos comptes enregistrés ou si vous ne pouvez pas supporter la volatilité d'un portefeuille agressif. En conclusion, pour tout investisseur agressif qui n'a pas maximisé son REER et son CELI, je pense que la règle des 5% peut être un outil utile dans la décision de louer ou d'acheter. Pour toute personne avec un portefeuille plus conservateur ou pour un investisseur imposable, je pourrais utiliser une règle plus proche de 4%. Quoi qu'il en soit,
Réfléchir au coût de la possession d'une maison en termes de coûts irrécupérables estimés facilite grandement l'analyse financière de la décision de louer ou d'acheter. Comment envisagez-vous l'aspect financier de la décision de louer ou d'acheter? Parlez-en dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Aladé. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. N'oubliez pas,